Ma vie, elle aurait dû finir à 20 ans. T'as tous tes rêves qui explosent par terre. C'est à ce moment-là que j'ai acquis un truc, c'était que finalement, rien ne serait plus jamais grave dans ma vie. Maintenant, tout ce que je vis, c'est du bonus. En fait, la vie, c'est ici maintenant. Faut pas remettre à plus tard parce qu'en fait, on sait pas ce qu'il y a plus tard. Faut le faire tout de suite. Bonjour et bienvenue dans Le Passage, le podcast qui parle d'adolescence autrement. Je suis Laure, médecin, maman, créatrice de l'univers Le Cœur Net sur Insta, TikTok, LinkedIn, YouTube, mais aussi dans une newsletter santé qui décrypte, informe et outille autour des grands sujets qui concernent les jeunes. Ici, on écoute, on raconte, on partage des histoires d'adolescence sans filtre. Et aujourd'hui, j'ai vraiment la joie d'accueillir mon amie Charline Vermont, qui est autrice du compte incontournable Orgasme et moi, qui œuvre pour une meilleure santé affective et sexuelle. Charline a 20 ans lorsque sa vie bascule en un instant. Un accident d'escalade gravissime, des mois de rééducation, la nécessité de réapprendre chaque geste. Donc avec elle, on explore ce que ça signifie d'affronter un événement brutal à l'âge où tout commence, ce qui permet de tenir debout, de se reconstruire et les messages qu'elle souhaite transmettre aux ados en difficulté, comme aux parents qui accompagnent parfois désemparés. C'est un récit vraiment lumineux qui redonne de la force à tous ceux qui affrontent une épreuve et aussi à ceux qui marchent à leur côté. Alors vous pouvez sortir les mouchoirs. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Charline, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors dis-moi, c'est quoi la musique que t'écoutais quand t'étais ado, toi ? Tout l'album des Red Hot, Californication. Ah bah oui. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on avait comme bol ? Enfin, franchement, cet album, il y a des indépassables. Ensuite, il y en a que j'assume un peu moins aujourd'hui. Bon Jovi, tu sais, c'était l'album It's My Life. Forever. Ouais. Forcément. Il y avait Dido. Oh là là. Enfin, c'était une super période quand même. Dido Eminem. Ah là là. Et justement, comment toi t'étais à ce moment-là de ta vie, juste avant son accident ? Quand tu dis adolescence, parce que du coup, c'est quand même c'est l'entre-deux entre l'enfance et l'âge adulte, mais du coup, je commence où 12-13 ans, c'est ça ? Jusqu'à 18. Ouais. L'accident, c'était à 20 ans. Donc, si je devais reprendre 14-20 ans, pour moi, ça a été extrêmement... ça a mal commencé. Ouais. Je crois que j'ai été dans une situation familiale recomposée, avec pas mal de bouleversements après le divorce de mes parents, qui est un divorce qui a été extrêmement compliqué, qui s'est très mal passé, avec des conséquences réelles sur mes enfants, les enfants, donc mon frère et moi. Mais au point que, tu vois... pourquoi je parle beaucoup de la montagne, des Hautes-Alpes ? Parce que, c'était vraiment l'endroit où mes grands-parents qui vivaient là-bas nous emmenaient en fait pour nous mettre à l'abri, tellement le divorce était violent, tu vois. Donc pour moi, c'était les Hautes-Alpes, la montagne, c'était le lieu de refuge, de ressourcement, de la sécurité, merveilleux. Mais à l'adolescence, pour moi, ça a pété en fait. Malgré le fait que ma mère se soit remariée avec un homme exceptionnel, qu'on soit une belle famille recomposée, j'ai quand même la sensation d'avoir abordé l'adolescence avec des valises qui m'ont explosé à la gueule. Et du coup, personnellement, ça s'est traduit par une crise d'anorexie hyper grave qui a commencé l'été entre la 3e et ma seconde. Et voilà, et puis j'ai envie de dire, quand je pesais le même poids qu'aujourd'hui, à l'époque, avant mon anorexie. Donc tu m'imagines avec 15 kilos de moins, tu vois, j'étais très très amaigrie. Et puis ça a été une perte de poids très rapide parce que je faisais énormément de sport à l'époque. Et c'est vrai qu'en quelques mois, c'était très très... Voilà, à cette époque-là, en seconde, j'étais à Louis-le-Grand. Et ce qui m'a sauvée, c'est mon lycée. C'est le fait que j'avais des contrats de poids à respecter avec ma nutritionniste. C'était très très bien organisé. Tu as été prise en charge par à l'Institut Montsouris, par le docteur Korkos, professeur Korkos aujourd'hui. Vraiment une équipe pluridisciplinaire exceptionnelle, avec effectivement psychiatre, nutritionniste, psychologue, endocrino. Et en fait, tout le monde ensemble, ça a été un super boulot. Et ce qui m'a sauvée, c'était qu'on me dise, si tu descends en dessous ou d'un certain poids, ou si tu respectes pas les contrats de poids, on te retire de Louis-le-Grand. Et pour moi, c'était un lieu que j'avais adoré, avec plein de gens qui me ressemblaient, voilà, des gamins. On était tous avec plusieurs années d'avance. On était tous, un peu. Aujourd'hui, on nous appellerait des geeks.
je sais pas comment dire ça, mais on avait des centres d'intérêt très spécifiques. On était des vrais gamins. Enfin, presque déconnectés de certaines problématiques adolescence comme la sexualité, etc. On était un peu perchés, quoi. Et voilà. Donc, une fois que j'ai dépassé la crise d'anorexie, on va dire ça comme ça, je suis passée à autre chose. Et qu'est-ce qui t'animait justement? Qu'est-ce qui te faisait du bien quand t'avais la vingtaine? Bon, le sport, la montagne. Clairement, moi, j'avais envie de vivre à la montagne. Et c'est ça qui, avec ma meilleure amie Bérangère, d'ailleurs, avec qui on a eu cet accident ensemble. On l'a partagé quand même, ce moment un peu dramatique. Mais avant ça, on a surtout partagé des moments exceptionnels en montagne. Moi, j'avais envie de vivre à la montagne. On se disait qu'on allait devenir des grandes aventurières, des alpinistes chevronnés, qu'on allait être à la fois des femmes de science, tout en passant notre guide pour faire de la montagne tous les jours, vivre à la montagne, pratiquer la grimpe tous les jours. Genre la Catherine Décivelle, ce genre ouais, de... et tu sais, on disait, en mode ni Dieu ni maître, on veut pas de mec dans nos vies, pas de gosses, vraiment. En fait, c'est fou parce qu'à cette époque-là, je me rends compte que le discours, je te parle des années 90, c'était un peu déjà révolutionnaire, où on avait décrété, c'était vraiment, indépendante. Ouais, girls power, et on n'a pas besoin, en fait, d'hommes pour être complète. On n'a pas besoin de faire famille pour être complète. En fait, l'amitié féminine ou l'amour aussi entre femmes, en fait, on pouvait le célébrer et se suffire à nous-mêmes. Et si on avait envie de gravir des montagnes comme les hommes, on pouvait. Et si on avait envie de décrocher des prix Nobel comme les hommes, on pouvait. Enfin, je me rends compte à quel point on était vachement dans notre trip. Bon, voilà. Bon, et justement, il y a eu cet accident. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux nous dire? Moi, je vivais à Chamonix à l'époque. Je travaillais dans une association dont j'ai envie de faire la promotion, qui s'appelle En passant par la montagne, qui aide des gamins notamment, ou des personnes qui n'ont pas eu le privilège d'être en montagne comme nous quand on était jeunes, que ce soit des personnes en centre d'éducation renforcée, des personnes qui sont en rehab, donc qui ont eu des problèmes d'addiction, des personnes en situation de précarité. Donc on travaille avec les missions locales, avec des enfants des quartiers, etc. Donc on emmène tout ce beau monde en montagne faire un projet. Et l'idée, c'est vraiment de leur dire, mais tu vois, si tu es capable de mener à bien un projet, d'aller en haut d'un sommet, etc., de te réaliser, en fait, tu peux transposer ça, ce goût de l'effort, cette transcendance à autre chose dans ta vie. Et voilà, c'était vraiment un été exceptionnel. Et Bérangère m'a rejoint après avoir intégré Polytechnique cet été-là. C'était la teuf. Tout nous souriait. Tout était comme dans nos rêves et tout. Et on se dit, je l'attendais à Cham. Moi, je grimpais tous les jours avec... on était toute une bande de passionnés de grimpe, surtout. Ouais. Et je l'attendais. Et quand elle est arrivée, on s'est dit, OK, elle est là 3 jours, donc 3 grandes voies. J'avais posé mon vendredi. On s'est dit, allez, vendredi, une grande voie, samedi. Une grande voie, pour les gens qui savent pas, c'est un enchaînement de plusieurs longueurs pour faire des sommets en escalade. Et là, première journée, première grande voie, j'ai succession d'erreurs, comme souvent dans les accidents, succession de mauvaises appréciations du danger, mauvaises décisions. Et là, dans une marge d'approche hyper engagée, on se retrouve, si tu veux, quand je dis en fait, on est sur une falaise qui fait 1000 mètres et les 300 derniers sont grimpables. Donc, l'idée, c'était comment tu attrapes ce sentier de marche d'approche. Donc, toi, tu descends tes rappels dans la face. Mais le problème des rappels, c'est qu'ils peuvent se bloquer et que si tu bloques un rappel, tu dois monter. Et c'était pas nos niveaux. Donc, en fait, on est passé sur un couloir atroce qu'on pouvait pas remonter, hyper craignos. Et donc, une fois qu'on est tombé en bas de ce couloir, on a commencé à traverser. Et alors qu'on s'approchait de notre voie, il y avait un éboulis qui avait tout emmené. C'était l'été 2003, été de canicule, donc même les rochers les moins friables partaient sur des secteurs hyper sauvages comme le nôtre. Ça avait purgé, mais du coup, j'ai découvert ce que ça veut dire purger. Purger, ça veut dire que c'est toi qui fais le ménage, t'es en passant dessus et ça part, quoi. Et donc, en fait, on s'est retrouvés comme ça face à un truc hyper crade. Et là, on aurait juste dû appeler le PGHM en leur disant, on est bloqué, on peut pas remonter, on peut pas avancer. On est bloqué en haute montagne, donc venez nous chercher. Et en fait, on était jeunes et débiles, et on s'est dit non, on va s'en sortir. Et donc, on était sur un secteur déversant avec donc tout un éboulis qui avait emporté une partie de la paroi. Et moi, je suis passée la première parce que c'est Bérangère qui portait la corde. Et il y avait une traversée de 4-5 mètres pour rejoindre la suite du sentier où on devinait que ça continuait.
Et là, je passe. En plus, le dévers, moi qui suis petite et agile, ça marche très bien. On faisait ces traversées-là tous les week-ends à Fontainebleau en grimpe. On s'est pas posé de questions, enfin moi surtout. Et donc, je suis hyper concentrée parce que je suis quand même ça s'appelle du solo. Je suis pas en cordée parce que tous les points d'assurage ont disparu avec les boulis. Donc, je suis hyper concentrée. J'y vais vraiment tranquille. Et puis, alors que j'ai fait quasi tout, j'accroche la deuxième main là où j'avais la main droite et là, je sens... Je fais, oh putain. Et là, tu prends conscience que c'est la fin, en fait. Enfin, ouais, pour moi, c'était fini, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, du coup, il y a tout de la paroi qui est partie, en fait, au-dessus. Qui s'est décroché. Qui s'est décroché, ouais. Des blocs gros comme des frigos qui tombent dessus, donc, qui tombent avec toi, plus exactement. Et la seule chose que j'ai eue en réflexe, c'est de me dire, tu tires le plus fort possible, faut pas que tu sois écrasé, en fait. Donc, j'ai essayé de tirer, en fait, je me suis sentie tomber en arrière. Et je me suis dit, tu tires le plus fort possible, quoi. Et donc, j'ai tiré au maximum pour que ça passe au-dessus de ma tête. Et donc, Bérangère, elle a vu un truc au ralenti, genre Matrix, quoi. Elle a vu... elle m'a dit d'abord... de l'époque. Ouais. Elle a dit, d'abord, il y a ton corps qui est parti à la renverse. Et puis, en fait, les rochers sont passés au-dessus, effectivement. Et donc, il y a eu le bruit des rochers 20 mètres en dessous, parce que le dévers, c'était 20 mètres. Donc, le premier choc, c'était en arrière sur le casque, peut-être la première 20 mètres. Et puis après, il y a eu le bruit métallique, elle dit, de ton casque. Et puis après, prom dans la face, quoi. Et grand silence. Et donc là, elle a appelé le PGHM en disant, venez chercher le corps de ma copine, quoi. Et voilà. Et là, le PGHM est arrivé, ils ont passé toute la paroi au peigne fin et ils m'ont retrouvée en vie. Donc c'est... je sais pas à quel point il faut que je rentre dans les détails ou pas, mais cette histoire, j'ai déjà racontée. Et en fait, Emmanuel Cauchy, à qui il faut rendre hommage, qui n'est plus là, mais qui nous entend, évidemment, et qui entend ce podcast de là où il est, qui m'a retrouvé. Les premiers mots que je lui dis, c'est « je veux mourir ». Trop de douleur. Il me dit « Attends, excuse-moi, on m'a envoyé chercher un corps, je suis en train de te parler. Tu comptes sur moi, je te ramène en vie, je te laisse pas là. » Et là, il reforme, il fait « En fait, je comprends que t'as tellement mal que tu préfères mourir tout de suite que de vivre une seconde de plus, c'est ça ?» Et il fait « Ok, alors je t'explique. On est dans la paroi, on est sur une vire, on ne sait pas si c'est stable ou pas, donc il faut partir rapidement. Donc je vais faire un état des lieux parce qu'on va te déplacer du coup, et il faut que je comprenne ce que tu as pour qu'en te déplaçant, on fasse le moins de dégâts possible. Alors voilà comment ça va se passer. Je vais te poser des questions, tu vas répondre par oui ou non. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Alors voilà, je te promets, ça va pas durer longtemps, ça va durer 5 minutes. Est-ce que tu es d'accord? C'est un travail d'équipe, toi et moi ensemble. Est-ce que tu es d'accord? Et moi, je regardais, tu vois. Et vraiment, il a vraiment un sourire, un visage hyper, malgré tout, jovial, malgré la situation, très posé. Et en fait, c'est fou parce que je me souviens rien d'avant, rien d'après. Mais cette conversation-là de « Alors, est-ce que tu es d'accord? Toi et moi, on fait un travail d'équipe et dans 5 minutes, je te donne de quoi voir des éléphants roses. T'es d'accord? » Et je le regardais. Genre, tu m'aurais demandé n'importe quoi, j'aurais dit oui. J'étais juste complètement, pas du tout, vraiment pas bien du tout. Et en même temps, quand il a dit ces mots-là, pour moi, j'ai regardé avec un grand sourire. Je fais oui. Et là, il fait très bien. Il dit donc ton casque est fendu. Je l'enlève. Je fais très doucement. Et en fait, voilà, il examinait le crâne sous toutes ses, rien. Du coup, il me disait à mesure, il me disait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de trauma crânien. Bon, on verra plus tard. Ton sac. Alors, ton sac, il me le découpe, il me le fait coulisser. Et tu sais, il check comme ça. Il part de mes cervicales, mes dorsales, mes lombaires. Et il fait, et là, et là, et là, et là. Il cherchait les points de douleur. Et à chaque fois, je disais, non, ça va, ça va, ça va. Et là, il me fait, rebouge tes doigts. J'avais les 2 membres supérieurs pétés, donc j'essayais. Il me dit, bouge un tout petit peu, même quelques millimètres. Il fait, essaie de bouger les pieds. Et là, j'essayais, la jambe droite était écrasée, donc c'était compliqué, mais j'essayais de faire des trucs, quoi. Et il me fait, waouh, il dit, je crois que ça a tout tenu. Il n'en pouvait plus, tu vois. Et il me dit, attends, j'ai un dernier check à faire, c'est pas agréable. Il check les organes internes. Et tu sais, il se pose un moment, et je crois qu'il était hyper ému, en fait. Il me dit, alors non seulement je te parle, mais en plus, il me dit quelque chose comme... Il me dit, c'est pas que t'as rien, mais en fait, alors c'est tout cassé, hein. C'est de l'ortho, en fait. Enfin, ça se répare. Et il dit, je te promets, on va te remettre debout, hein. Et je te promets, un jour, tu vas remarcher, hein. Alors que franchement, il s'est vachement avancé, je trouve. Et puis, il me regarde, il me dit, mais tu sais où on est? Et tu sais, moi, je le regardais en mode, oui, et donc? Il me dit, mais tu sais où on est? Et je fais, bah oui, on est sous ma voix, etc. Il dit, non, mais tu sais,
à quelle hauteur, où tu es? Je lui dis, je pense que j'ai pris 20 mètres. Et en fait, il me dit, on est 80 mètres sous l'endroit où tu as dévissé. 80 mètres, c'est 25 étages. Et il dit, on m'a envoyé chercher un corps. Et en réalité, tu as 3 fois rien. Alors, 3 fois rien. Tout est relatif. En fait, tout est relatif. Mais si tu veux, quand tu viens ramener un macabé dans un sac et ramener quelqu'un qui a aucun trauma, aucune lésion médulaire, aucun organe interne, que de l'ortho, ouais, dans son référentiel, c'était miraculeux. Et d'ailleurs, il m'a donné de voir des névroses. Il rencontre ma mère, mes parents qui étaient venus me faire un petit coucou à Chamonix et qui se sont retrouvés du coup à l'hôpital. Ils étaient ravis. Et qui rencontrent Cauchy. Et Cauchy a dit, je vais vous la montrer. Elle est bien shootée et elle est en petits morceaux. Mais c'est une miraculée. Et donc j'ai survécu à ça. Et quelles ont été tes émotions là, justement dans l'immédiat, après cette histoire d'éléphant rose, une fois que tu as vu tes parents et tout, quand tu t'es retrouvée à l'hôpital en fait, après ces mots? C'est ce qu'il me disait, c'était je pense que je pouvais pas l'entendre. C'est-à-dire aujourd'hui, quand je raconte l'histoire, je me rends compte que effectivement dans son référentiel, c'était miraculeux. Mais moi, en fait, à 20 ans, avec nos référentiels, avec Bérangère, on va vraiment se saisir du monde, etc. Alors, j'aime pas le mot conquérir, ça fait très domination et j'aime pas, mais par contre, explorer, en tout cas, tu vois, ou en tout cas, être autonome et être indépendante, etc. Et tout d'un coup, tu te retrouves dans l'exact opposé de l'indépendance. C'est-à-dire, en fait, tu te retrouves complètement dépendante et tu te retrouves en fauteuil roulant et encore, mais surtout, c'est-à-dire, tout s'arrête là et on t'explique que tous tes rêves de montagne, d'alpinisme, d'exploration, de guide de haute montagne ou de quoi que ce soit, en fait, tout ça, en fait, t'oublies. Tu prends tous tes projets, tu les mets à la poubelle. En réalité, si déjà t'arrives à marcher un jour et à sortir de ton fauteuil roulant, c'est que t'as de la chance. Mais bon, ça sera avec une canne et faudra quand même oublier, en gros, ton corps, tout ce que ton corps te permettait de faire en termes d'exploration, je sais pas moi, mais juste ne serait-ce que de gambader dans la montagne, ce qui était sans doute le truc qui me procurait le plus de plaisir sur Terre, ou de gambader sur des parois, et ça c'est fini pour toujours. Voilà. Et ça, clairement, en fait, j'étais inconsolable. C'est-à-dire, en fait, quand ma mère arrive dans la pièce où on m'a mise, après m'avoir passé radio corps entier à l'hôpital, et avant que je passe sur le bloc, donc le temps que les chires prennent conscience de tout ce qu'il y a avant de m'ouvrir pour essayer pour tout réparer, quoi. En fait, donc moi, je suis dans une espèce de salle et là, on amène ma mère. Et ma mère, elle avait vu Cauchy avant, donc il lui avait dit, vous inquiétez pas, elle est dans le coltard, mais parce qu'on l'a sédatée. En réalité, elle est consciente. Enfin, moi, quand je l'ai retrouvée, elle était consciente et tout. Elle arrive, elle fait, comment ça va, ma chérie? Et elle avait un regard tellement triste. Un visage, mais en réalité, moi qui suis maman de 3 enfants et qui me suis retrouvée aux urgences 2 fois cet été, en vrai, quand ton enfant a mal, souffre, en réalité, t'es quand même... c'est horrible. Tu ressens un petit peu cette douleur-là. Et puis, surtout quand... Profond. Et là, j'avais aussi la sensation... j'avais encore une espèce de culpabilité d'enfant qui a fait une bêtise. Genre, putain... J'ai tout cassé ce qu'elle avait fabriqué bien, tu vois. Il y avait un côté, genre, comme si j'avais cassé toute la vaisselle, tu vois. J'ai aussi fait de la casse, quoi. Et putain, j'étais, désolée. Et là, en fait, elle avait tellement un masque de douleur que, en fait, mon premier réflexe, ça a été, mais peut-être comme au moment du divorce, finalement, de lui dire, maman, t'inquiète pas, tout va bien. Et en fait, il y avait cette espèce de presque d'inversion que j'ai vécue avant dans ma vie. Et à mon avis, il y a quand même pas mal de ça qui est ressorti et qui a explosé au moment de mon anorexie, en fait. C'est-à-dire, il y a un moment où je suis complètement sortie de mon rôle de personne vivant un drame pour consoler ma mère. Consoler les proches. Lui dire, maman, tout va très bien. C'est fréquent, ça. Et là, finalement, tu as rassuré tes proches en leur disant que tu allais plutôt bien. Oui, j'aurais dit que j'allais bien, alors qu'en réalité, à l'intérieur, en fait, c'était un effondrement. Je vivais un effondrement. Tu as eu combien de temps de rééduc? Franchement, à 8 mois, plein. Même plus, en fait, je suis partie aux US en juin de l'année d'après, donc 10 mois à fond, dont 8 mois en fauteuil roulant. Wow. Ça a été quoi les moments les plus durs de la rééducation? En fait, déjà, il y en a eu un juste après l'opération où, en fait, j'ai fait une réaction
On ne sait pas si c'est inflammatoire ou quoi. Mais du coup, pendant 48 heures après l'énorme opération, parce que ma jambe a été reconstruite, c'est-à-dire en fait, mon pied était remonté de 10 centimètres, mes tibias péronés avaient explosé, et ils formaient un angle à l'extérieur, à l'intérieur, un angle droit. Donc voilà, tout avait été reconstruit, le plateau tibial n'existait plus, donc prothèse, c'était alors ils appellent ça un ciment, donc ils avaient fait une ostéoplastie, donc ils ont remplacé mon plateau tibial qui n'existait plus par un ciment. Ils ont mis 2 énormes plaques pour recréer l'écartement avec le pied, parce que du coup mon pied était trop intermonté. Ils ont mis une vingtaine de vis sur mes 2 plaques. Les 2 plaques, ils mesuraient 30 cm quand même, c'était énorme. Et ils ont dit, maintenant, on ne pose plus pendant 8 mois. Donc, voilà. Et sachant que comme j'avais les 2 membres supérieurs qui étaient touchés, du coup, fauteuil roulant pendant 8 mois. Voilà, ça a été comme ça. Et donc là, première frayeur, c'était juste après l'opération, qui se déroule globalement. Il a fait ce qu'il voulait faire, le chir. Il a expliqué, il a commencé par enlever les et en fait, tout est parti. Donc, il a dit, je suis désolée, j'ai rien pu garder. Le plateau tibia, le tibia péroné, j'ai dû vraiment, du coup, mettre une plaque, des énormes plaques, tout un truc. Et là, ça a énormément gonflé avec une énorme fièvre pendant 48 heures. Donc là, ils étaient très inquiets. Ils étaient là, on espère que ça va dégonfler parce que sinon, on va amputer, en fait. Donc, j'étais là en mode... Ok, j'étais prête à l'amputation. Enfin, tu vois, tu te prépares quand même psychologiquement à une amputation. Et bon, ça, c'était un moment. Et en même temps, moi, j'avais la sensation que ça allait. Enfin, c'est bizarre, hein. J'étais hyper sereine. Je me suis dit, ok, mon corps, il lui faut un petit temps pour s'adapter à ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai la sensation que ça va le faire. Et au bout de 48 heures, la fièvre est tombée. Ça a commencé à dégonfler. On a commencé la rééducation tout de suite. Et c'était, voilà. Deuxième souvenir, c'est moi qui pleure dans les bureaux, dans les bras de ma kiné. Et c'est en fait, je ne sais pas à qui j'en parlais, mais je me rends compte qu'à cette époque-là, j'avais aucun soutien du point de vue psychologique. En fait, j'ai vu aucun psychiatre, aucune psychologue. C'est inconcevable aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et je suis en 2003. En fait, on parle d'une personne qui littéralement grimpe tous les jours. C'était ma vie, en fait. Je grimpais, je faisais du vélo tous les jours. C'est-à-dire, j'étais à l'époque en école de commerce, et en grande école. Et du coup, je partais direct après les cours à vélo en salle d'escalade ou à Fontainebleau. Et je grimpais tous les jours. En fait, on passe de ça à... c'est fini. Il n'y a plus rien. Et là, c'est ma kiné. Alors, je lui fais un petit signe parce que je sais qu'elle me suit sur les réseaux. Coco, je te remercie. Parce qu'en fait, Coco, elle m'a retrouvé un nombre de fois, en fait, effondrée t'as tous tes rêves, en fait, tous tes rêves qui explosent par terre. Et en même temps, du coup, tu dois te reconstruire différemment. Et c'est à ce moment-là que j'ai acquis un truc très bizarre, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure. C'était que finalement, en vrai, rien ne serait plus jamais grave dans ma vie. Voilà. En fait, rien ne serait plus jamais grave. Et ça, c'est un truc que j'ai acquis à ce moment-là, où, en fait, tu passes très rapidement dans le monde des survivantes, où tu prends conscience d'un truc très rapidement, en fait, de maintenant, tout ce que je vis, c'est du bonus. Et à mesure que je racontais mon accident, que j'ai pu poser des mots dessus, etc. Donc, en fait, très rapidement, et puis aussi l'histoire, c'est-à-dire finit par se savoir autour de toi, par les secouristes, par les équipes médicales qui t'ont accueilli, etc. Donc en fait, tu finis par les gens viennent voir la miraculée, quoi. Et en fait, tu te rends compte finalement que c'est un truc fou parce que ma vie, elle aurait dû finir à 20 ans. Et pour un truc que personne n'explique, c'est-à-dire comment on explique que on me retrouve 80 mètres en dessous et ce soit que cassé. Enfin, l'absence de trauma crânien alors que le casque est fondu, c'est-à-dire qu'il y a eu 20 mètres direct sur le casque. En vrai, tu peux le tourner sous tout, c'est-à-dire 7 étages, quand même, 7 étages d'un coup, en premier sur la tête. En vrai, c'est inexplicable. Et donc, moi, j'ai décrété que... Life motif. En fait, c'est super, ça veut dire qu'il y a quelque chose à accomplir. Et je t'avoue, du coup, je vais sauter plein d'étapes. Mais quand j'ai créé ce compte, en fait, tout d'un coup, j'ai ressenti un truc
Bon, c'est ma vie spirituelle, hein, donc rationnellement, il y a rien, j'ai rien à apporter. C'est juste, je me suis dit, en réalité, je pense que je suis restée en vie parce que j'avais une mission de vie à accomplir et j'ai eu cette sensation de... Alors, pendant très longtemps, je me suis dit, je l'accomplis avec moi, mes proches, mon mari, mes enfants. Et déjà, c'était une raison suffisante. Mais quand j'ai ouvert ce compte et tout d'un coup, j'ai embarqué des centaines de milliers de personnes dans ce projet éducatif, etc., et dans cette transmission, et dans ces changements qui sont en train d'arriver avec ce programme Évar sans fin, et je me suis dit, en vrai, ma mission de vie, c'était ça, et c'est pour ça que j'ai survécu. Et ça a changé aussi ton regard sur toi-même, sur ton corps, par exemple ? Ouais, mais j'en avais plus rien à foutre. Mais quand je dis que plus rien ne serait plus jamais grave, c'est-à-dire, la balance, elle n'existe plus dans ma vie depuis très longtemps. Mes prises de poids, mes pertes de poids, j'en ai rien à carrer. Les gens le savent, hein, je suis body neutral, c'est-à-dire je repère rien du tout. J'en ai absolument... En fait, il y a tellement de choses beaucoup plus importantes que mon apparence physique, plastique. Déjà, j'y accordais pas beaucoup d'importance, mais alors là, c'est devenu littéralement le millième, de mes problèmes. Donc, rien à foutre. Ce que les gens peuvent penser de moi, pareil. En revanche, je suis très fière de mon corps. Et j'ai la sensation, à chaque fois, qu'il ne cesse de m'étonner. Et je suis devenue une espèce de montagne de gratitude pour mon corps. Tu te rends compte ? Il a survécu. Il a donné naissance à 3 enfants. Il a allaité longuement 3 enfants. Tu dirais que c'est des forces ? Et c'est devenu en fait, ma force, mon super pouvoir, c'est pas d'avoir un corps, parce qu'en fait, tout le monde en a un. C'est la confiance que je lui accorde. C'est-à-dire, j'ai confiance dans mon corps. Je sais que mon corps est exceptionnel, c'est une machine exceptionnelle. Et en fait, j'ai cette sensation d'être dans une relation d'amour avec mon corps et de fierté absolue, comme je peux être avec mes enfants. Je suis très fière de mes enfants, je les aime et je leur dis énormément. Et je suis extrêmement fière de ce que mon corps accomplit. Et tu dirais que l'accident a redéfini cette vision-là de ton corps et de ses capacités ? En fait, j'ai parfois l'impression que du coup, je me reconnaissais pas. En fait, t'as toute une phase où tu dois t'approprier un corps qui n'est pas le corps que tu avais avant d'abord, que tu te raccroches à du coup un truc qui n'existe plus. Tu dois tout réapproprier. Puis en plus, ça va de pair avec une rééducation où du coup chaque chose aussi est nouvelle. Et en fait, je sais pas comment dire ça, mais je trouve que mes kinés de l'époque et toutes les personnes qui étaient soignées avec moi à cette époque-là, on a été dans une énergie formidable de tout est possible, on va y arriver ensemble. Et on était, mais vraiment, dès que j'ai plus eu de fil, etc., tous les matins, on était à la pistouche. J'étais avec pas mal de sportifs parce que j'étais rééduquée à Saint-Maurice, qui est pas loin de l'INSEP, où il y avait pas mal de sportifs qui venaient se rééduquer. Donc, on était quand même toute une bande de jeunes très sportifs. Et sachant que tu te rends compte que les autres ont d'autres problématiques. L'exemple, les joueurs de foot pro qui viennent pour leurs ligaments croisés, mais qui ont plein de familles à nourrir, en fait, partout, etc. En fait, moi, ma problématique, c'était de retourner grimper, mais c'était, si j'ai envie d'être claire, une forme de privilège, de privilégié. D'une certaine, tu vois, je sais pas, oui, j'allais dire bourgeoise. Tu vois, je me suis dit, en vrai, c'est dingo, hein. Toi, ta problématique, c'est quand même, est-ce que je vais pouvoir continuer à grimper des montagnes ? Ça a remis de la perspective. Et eux, en fait, exactement, ils sont en train de se demander si leur famille va avoir à bouffer à la fin du mois, parce que est-ce qu'ils vont réussir à retourner en club et à avoir leur contrat pour l'an prochain ? Donc, tu relativises tout de suite un peu tes problématiques. Mais par contre, il y a un truc qui était clair, c'est qu'il y avait une espèce d'émulation de, en vrai, nos corps, eux, c'est leur gagne-pain. Et moi, je me suis positionnée pareil. En fait, mon corps, en fait, j'en ai qu'un. C'est celui-là que je vais avoir jusqu'à la fin de ma vie. On va faire équipe ensemble. Et on n'est pas... C'est pas mon ennemi. C'est mon allié. Et on va y arriver ensemble, quoi. Et justement, aujourd'hui, si tu croises un jeune qui traverse une épreuve terrible, un deuil, une maladie, des blessures, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire ? Ma première réaction quand mes enfants me confient un problème... Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, il faudrait faire pareil pour les adultes, c'est leur demander, est-ce que c'est un petit problème, un moyen problème ou un gros problème ? Et je trouve que ça aide à redéfinir en fait l'échelle des problèmes. Et c'est là où, ce moment, en fait, un gros problème, c'est une question de vie ou de mort. Un moyen problème, c'est quelque chose qui va avoir des conséquences, quoi qu'il arrive, potentiellement sur la suite de ta vie.
Un petit problème, c'est le truc, en fait, si ça t'arrive dans 24 heures, en fait, on n'en parle même plus. Voilà. Et la plupart des problèmes dans nos vies sont des petits problèmes. C'est vrai. Et du coup, moi, je pense que depuis, quand je te dis plus rien ne sera grave, en fait, dans ma vie, c'est ce moment où tu prends conscience que 99% de nos problèmes, 90% c'est des petits problèmes, à 9% c'est des moyens, il y a 1% peut-être, mais 1 pour 1000, ce sont des vrais gros problèmes. Tout à fait. Ça me permet de rebondir sur ces fameux petits problèmes en thérapie solutionniste. Ouais. J'en parle un petit peu dans un de mes dossiers, ma newsletter qui est gratuit, qui dit que quand tu as un petit problème, la question que tu dois te poser, c'est en gros, c'est quoi la première marche pour aller vers ton objectif ? Ce serait quoi le petit truc à changer pour avancer et puis pour régler tout doucement cet objectif en question. Et souvent, ça aide. Ça aide énormément. Ça aide énormément les enfants. Enfin, moi, je fais ça du coup avec mes enfants et mes ados. En fait, déjà, quand tu leur poses la question, du coup, tu valorises le fait qu'il y a un problème. Donc, tu as entendu, tu acknowledge vraiment le problème. Donc, ils sont là, waouh, j'ai été écoutée. Maman, elle a compris et elle a reconnu que j'avais un problème. Ça, c'est déjà énorme. Et ensuite, j'imagine que vous faites pareil quand vous demandez de noter une douleur. En fait, il y a l'auto-évaluation, les force à faire un micro-moment d'introspection, à un moment où ils sont que dans l'émotionnel. Donc là, tu leur demandes de mettre un tout petit peu de rationnel. Et rien que cette prise de hauteur un tout petit peu pour s'auto-évaluer, rien que ça suffit à les calmer déjà beaucoup. Et puis, ils sont capables de dire... En fait, c'est un petit problème. Ok, c'est super. Alors du coup, effectivement, et à ton avis, comment on peut arriver à résoudre ? Et je leur dis, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, on y va. Il y a forcément une solution, on va y arriver. Et toi, tu as eu des petites routines ou des gestes, des attentions de tes proches qui t'ont aidé ? Là, à cette époque-là, tous les jours, mes camarades d'école et d'université, parce que je faisais un double cursus, venaient m'apporter les cours. Et pour moi, ça veut dire qu'ils s'étaient organisés pour qu'il y ait un roulement et qu'il y ait au moins une personne minimum tous les soirs avec moi. Donc, si tu veux, c'est paradoxal parce qu'à la fois, je vivais sur le papier une espèce de truc grave et puis, tu sais, quand ils arrivaient, ils me voyaient arriver avec mon fauteuil roulant, mon grand sourire. Et tu sais, t'es là. Non, mais en vrai, j'ai survécu. Il n'y a pas de problème. Je suis là. Donc, si je suis là, c'est que tout va bien et que, je leur dis, mais moi, j'ai piscine à 8h. Donc, mon agenda, après, je file à la salle de kiné. Après, on bouffe. Après, on retourne au plateau de kiné. On attend nos séances. On les attend en bossant, en fait. Puis moi, on était comme des dingues. Et moi, ma journée, quand mes potes, ils arrivaient à 17h, j'avais commencé à 8h, mais on était mes motifs comme jaja, quoi. Et après, je travaillais sur les cours, on papotait. Je dînais, je travaillais sur mes cours. Et ma routine, elle était super, super fixe. Et j'ai validé mon double diplôme alors que j'étais hospitalisée pendant cette année-là. Et finalement, je l'ai vécu comme un super travail d'équipe où tout le monde a été un allié, en fait. Des fois, juste être présent, en fait, sans forcément offrir des choses. C'est pas vraiment les cours en question qui t'ont fait du bien aussi. C'est le fait qu'il y avait cette attention. Ouais, mais tout le monde s'est mis en quatre pour que ça fonctionne. L'administration de l'école a été géniale. Madame Bertin, si vous m'écoutez, merci. En fait, tout le monde, quand j'ai passé mes partiels de droit à Nanterre en même temps, c'est ouf parce que du coup, moi qui adore écrire, etc., tu te retrouves à passer des partiels de droit avec, t'as les 2 bras dans le plâtre et la jambe immobile et tu dois dicter ta copie. En vrai, c'est le moment où tu te rends compte que tu réfléchis vachement en écrivant. Bon, bref, en tout cas, ça te permet de vivre des choses incroyables. Moi, tout m'a enrichi, tout m'a fait grandir et je suis ressortie de là en me disant, encore que juste après l'accident, en fait, il n'y a pas grand-chose dans ma vie qui pourra m'éteindre. C'est-à-dire, il y a des choses qui pourront m'atteindre. On en parlait tout à l'heure, je suis une hypersensible, alors moi je prends tout à cœur. Si tu touches à un de mes proches, j'ai envie de te réduire en bouillie. Maman, ça, je pense que on est voilà. Par contre, en réalité, plus rien ne sera plus jamais grave, quasi, tu vois. Ouais. Et justement, cet ado là, tu lui dirais quoi ? En fait, moi j'ai confiance en toi. T'es beaucoup plus fort et forte que tu ne le penses. Et moi j'ai absolument toute confiance en toi pour y arriver. En fait, tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Il faut que tu crois en toi. Parce que moi, je crois en toi et il faut que tu crois en ton corps. Et en fait, tu vas tranquille, mais tu mets tout ce que tu peux, en fait. Tu alignes, en fait, toutes tes forces, tes intentions, step by step. C'est-à-dire, je pense que, tu vois, moi, je me suis pas dit, allez, je vais refaire des ultras quand j'étais là.
J'étais là, d'abord, j'aimerais bien me mettre debout, tu vois. Mon rêve, c'était de me remettre... en vrai, c'était pas vraiment ça, si je suis honnête. Mon rêve, c'était de regrimper. Tu sais, t'es rééduqué pendant 8 mois dans des cages de kiné, du coup, dans des plateaux... C'est vraiment des plateaux kinés. Et en fait, qui sont séparés par des cages où, tu sais, on accroche plein d'accessoires, etc. Et du coup... Moi, j'ai passé 8 mois dans ma cage à me dire quand est-ce que En fait, je ziotais ma cage et je rêvais de faire Spider-Man. Tu vois, je rêvais d'être à l'envers en train de la parcourir comme je faisais des toits quand j'étais valide. Et en fait, on te fait comprendre, non, plus jamais. Et j'étais là, non, mais ça, c'est pas quelque chose, ça va arriver, en fait. Je le sais que ça va arriver. Et donc, quand j'ai recommencé à marcher, d'abord, j'étais avec 2 béquilles. Et puis là, il y a eu des douleurs qui sont apparues parce qu'en fait, il y avait des fractures qu'on n'avait pas vues. Enfin bref, ça a été compliqué. Et là, on m'a dit, c'est pas grave, a priori, tu vas boiter toute ta vie. Mais j'étais là, il faut que tu te prépares psychologiquement, en fait, d'avoir une béquille, ta béquille gauche, toute ta vie. Et moi, en fait, dans ma tête, je me disais, en fait, j'avais juste besoin d'une projection. Et en fait, à l'époque, il y avait Urgence, la série, putain, ça nous ramène. C'est pas Grey's Anatomy, hein. Green et Carter, t'inquiète. Avec Dr. Kerry Weaver, avec sa béquille, qui était une de mes idoles, en fait. Vraiment, la meuf, vraiment, j'aimais beaucoup cette femme. Elle me ressemble, bien bourrue, bien fonceuse et tout. Et je me suis dit, c'est pas grave, je serai Kerry Weaver. Et en fait, c'est bête, hein, mais ce qui m'a aidée, c'est aussi de me dire, en fait, on dit representation matters, les représentations comptent. C'est tellement juste. Moi, en fait, ça m'a vachement, je me suis accrochée, je me suis dit, c'est pas grave, je serai Kerry Weaver. Et après, en fait, tu te remets à marcher, et puis un jour, t'essaies de marcher sans ta béquille, ça fonctionne, et puis on te dit, estimez-vous heureuse de marcher, mais bon, vous allez boiter, c'est pas grave. Et puis, c'est pas grave, en fait, j'ai besoin juste de quelqu'un dans ma tête qui marche en boitant et qui a une vie normale, qui a une vie épanouie, où elle a l'air épanouie. Et en fait, je me suis toujours accrochée à des personnes comme ça. Et puis un jour, j'ai marché. Et c'était le fait de marcher sans boiter, vu l'accident que j'avais, c'est en fait, personne ne m'avait préparé à ça. Alors, courir, on oublie. Et justement, qu'est-ce que tu dirais aussi à des parents? Parce que les parents, on se sent complètement impuissants face à un handicap soudain, une blessure, un accident pareil. Ce serait quoi les choses peut-être à ne pas faire typiquement ou à faire et qui t'ont fait du bien? Je pense que mes parents, ils ont fait partie des personnes qui ne m'ont jamais vraiment considérée comme une personne en situation de handicap, malgré le fait que je sois en fauteuil. En fait, il y avait aucune condescendance ou rien ne m'était accordé en plus parce que j'étais en situation de handicap pendant cette année où je marchais, où j'étais en fauteuil roulant et puis ensuite avec mes béquilles, toute cette année complète. En fait, quelque part, ils me considéraient comme vraiment une personne à part entière, sans aucune pitié ni condescendance. Et moi, ça m'a aidée en fait à me dire en fait, et ce qui m'a marqué à l'inverse. Et ça, c'est pas pour les parents, mais c'est pour le reste. Quand j'ai pu reprendre des chemins en fin d'année, quand j'étais à cheval sur fauteuil et béquille, j'arrivais dans mon école en fauteuil roulant parce que j'avais pas le droit de beaucoup béquiller. Il fallait pas que je pose le pied du tout, donc j'avais pas le droit de béquiller dans la rue. Donc mes potes venaient me chercher en fauteuil roulant et tous les gens que je connaissais qui étaient dans ma classe, dans mon école, passaient à côté de moi sans un regard, sans dire bonjour. Et dès que j'étais en béquille, à hauteur humaine, en fait, les gens te saluent. Moi, ça m'a bouleversée pour toujours sur le handicap. Je pense que, et ça, je vais le faire passer comme message, en fait, j'ai envie de dire aux personnes qui sont en situation de handicap, c'est pas vous le problème, c'est vraiment la société. On est dans une société ultra validiste, où quand on est... manque de considération terrible. Les gens ne nous considèrent pas comme des êtres humains, vraiment. Ils nous considèrent comme le décor, un objet, je sais pas. En tout cas, peut-être pas à hauteur. On n'est pas à hauteur humaine, mais en fait, quelqu'un me dit ouais, mais c'est pas de leur faute, c'est juste qu'ils te voient pas. Tu vois, tu regardes les gens qui sont là. Je fais en vrai, stop the crap. Ouais. En fait, non, c'est qu'on en a rien à foutre des personnes. En fait, il y a un truc très, je sais pas, c'est français. En tout cas, quand tu voyages, il y a un autre rapport au handicap ailleurs, soit en Allemagne, en Angleterre ou aux US. Moi, j'ai vécu les choses très différemment ailleurs. En fait, en France, on a un vrai sujet.
Et j'ai envie de dire aux personnes qui vivent une situation de handicap en France, encore une fois, j'ai pas grand-chose à vous dire, si ce n'est que c'est pas vous le problème, c'est la société qui est malade. Enfin, même l'accessibilité. On a un problème d'accessibilité monumental et il faut rééduquer en France les gens. Il faut vraiment rééduquer le regard sur le handicap. En France, on n'a pas du tout cette éducation-là. Du coup, je faisais exprès d'apostropher les gens. Enfin, ça me rendait en colère, quoi. Juste pour les mettre mal à l'aise, tellement j'avais la sensation qu'on se foutait de ma gueule. En fait, je disais bonjour. Et tu sais, les gens ils disaient pardon, bonjour, hein, je t'avais pas vu, Charline. Ouais, là, très voilà. bien. Voilà. Et ben non, juste en fait, moi j'ai vraiment toute confiance. C'est ce que j'aurais dit à mon enfant en fait. C'est en fait, t'auras une très belle vie, vraiment, quoi qu'il arrive. Et moi j'y crois, c'est-à-dire, j'estime que j'ai eu la plus belle vie possible avec les limites qui ont été redéfinies par mon accident, mon handicap, etc. Et que en fait, c'est juste tu changes de référentiel. Mais l'objectif, c'est le même. C'est-à-dire que ce soit pour mes enfants, moi, j'essaie de leur donner des clés, des outils pour que ça devienne des personnes épanouies, respectueuses. Et vraiment, j'aimerais que mes enfants aient la plus belle des vies possibles. Alors forcément, quand tu as un enfant qui est atteint par une maladie ou un handicap, tu dis « Ah bah merde, c'est foutu ». Et en fait, ça, je refuse complètement cette pensée-là. C'est juste que ça redéfinit les limites du possible. Alors les limites, elles sont très légèrement différentes. Elles sont, j'aime pas le mot altéré, elles sont modifiées. Mais en fait, l'idée, c'est toujours la même. C'est-à-dire, dans les nouvelles limites qui existent, c'est la plus belle vie possible. Ça reste le même objectif. Et en tant que parent, je reste très focus sur tu auras la plus belle des vies possibles. Et toi, justement, 20 ans plus tard, qu'est-ce qui te reste de cet accident ? Ma surdité. Ouais. Une jambe qui, en fait, c'est incroyable. Et donc là, de toute façon, les gens le savent, je me suis remise à courir il y a 1 an contre toute attente. Et aujourd'hui, je parcours les montagnes en courant comme mon rêve de quand j'avais 20 ans. Comme un cabri, tu cours vite. Ouais, tout en... Ouais, attention, hein, je suis très lucide. Hein, j'ai quand même 42 ans. J'approche tranquillement, mais sûrement de la ménopause. Et donc, je fais beaucoup de vélo et de natation à côté pour vraiment renforcer. Et puis de la kiné. Et franchement, juste entourez-vous de professionnels de santé qui sont extraordinaires. Moi, vraiment big up à toute la team autour de moi parce que tout le monde est génial. Et surtout, il me reste le sentiment de finalement, c'était peut-être un prix à payer pour avoir la plus belle des vies possibles. Encore une fois, j'estime que ça a été une chance pour moi. Mon accident, il est venu me faucher à un moment où certes, je pensais consacrer ma vie au sport, à la montagne, mais aussi à un moment où je faisais n'importe quoi en fait. J'étais très dangereuse dans ma pratique de l'alpinisme, du ski, du freeride ou de n'importe quoi. J'avais des prises de risque ou d'escalade qui étaient débiles. Enfin, je veux dire, tous les gens qui m'ont connue dans la vallée à cette époque-là, qui sont venus à l'hôpital me rendre visite, m'ont dit en fait, t'as de la chance parce qu'en fait, on était tous persuadés que t'allais mourir un jour en montagne. Et moi, j'ai eu cette sensation que finalement, alors que clairement ma pratique m'amenait direct à la morgue, finalement, j'ai eu une énorme chance. J'ai eu une espèce d'avertissement qui, il est un peu rude, mais finalement, c'est pas grave. Ça a redéfini en fait ce que je peux faire dans ma vie. Et donc, puisque je ne peux pas me focaliser sur des métiers de la montagne, du sport, alors je vais mener une autre vie et je vais prendre des chemins de traverse. Enfin, je vais, dans tous les cas, explorer avec les nouvelles limites. Et moi, ça m'a conduit à me barrer. Je me suis dit, en vrai, dans l'hélico qui me ramenait à Sallanches, entre la falaise et Sallanches, parce que c'est l'hôpital, le gros hôpital de la vallée de l'Arve où j'ai été opérée d'urgence. En fait, il y avait plusieurs choses. J'ai essayé de pas pleurer. Bon, d'abord, il faut dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Alors du coup, première chose, vraiment, j'ai en particulier mon beau papa qui s'est occupé de moi comme si j'étais sa fille et qui a jamais fait de différence entre moi et mon frère et les autres enfants. Donc voilà, déjà, il faut dire aux gens, et Pascal, je sais qu'il va écouter ce podcast, Pascal et tous les autres, il faut dire aux gens qu'on les aime. Et ça, c'est hyper important. Donc moi, je dis aux gens, je passe ma vie à dire aux gens que je les aime. Et tant pis si ça me met mal à l'aise, l'amour, c'est beau. Alors, première chose, c'est hyper important. Deuxième chose, en fait, la vie, c'est ici et maintenant. Il ne faut pas remettre à plus tard. Et ça, c'est un truc profondément. Dans la vie, en fait, on a du mal parce qu'on a toujours peur de l'échec, surtout en France. On a peur de prendre des risques, on a peur de se lancer, on a toujours plein de peurs. Et je suis la première à avoir plein de croyances limitantes qui m'empêchent de me lancer dans plein de trucs. En fait, c'est con parce que vraiment, parfois, en fait, tu réalises que demain, c'est fini. Et
à chaque fois, en fait, il faut se demander, mais si c'est la dernière année que j'ai à vivre sur Terre, si c'est vraiment, enfin, comment j'ai envie de la vivre, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme projet, il faut pas remettre à plus tard, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il y a plus tard. Donc, il faut le faire tout de suite. Et moi, par exemple, il était grand temps que je fasse mon coming out, tu vois. Et c'était un truc qui était une part de moi qui arrivait pas à sortir parce que c'était pas le bon environnement culturel. Enfin, il y avait des choses voilà. Enfin, puis c'était une autre époque. Enfin, je veux dire, clairement, on avait des murs à enfoncer aujourd'hui qui ont été défoncés, heureusement notamment par la pop culture qui nous aide quand même pas mal, un peu. Voilà, mais si tu veux, le monde queer de l'époque, la seule personne qu'on avait dans nos séries, c'était Gérard, le gérant de la salle de sport des filles d'à côté, les garçons. Et en réalité, mais c'était que dalle. Enfin, je veux dire, il y avait aucune personne. Ouais. Et si tu veux, moi, j'avais besoin de faire ça, et du coup, je me suis barrée à San Francisco. Je suis partie bosser aux US, en Californie, à San Francisco. En fait, j'avais besoin de me retrouver dans un endroit où j'étais absolument sûre. Enfin, c'est con, hein, ce que je veux te dire, d'être entourée de personnes queer pour me dire. Là, je peux y aller. Enfin, je me sens suffisamment dans un environnement safe pour être à ma place et pour me dire en fait qui je suis. Donc, je suis. À l'époque, je pensais lesbienne ou pansexuelle. Je savais pas encore trop quel rapport j'avais avec les hommes, mais je savais que j'aimais les femmes. Et ça, c'était un truc qu'il fallait que ça sorte. Donc, voilà, je suis partie faire mon stage l'année d'après, l'été d'après aux US, et j'ai pu faire mon coming out. Et ça a été un truc qui a changé ma vie parce que du coup, je me suis retrouvée tout de suite sur des festivals queer où à l'époque, il y avait beaucoup de santé sexuelle parce qu'on était encore en pleine pandémie VIH. Et en fait, tout de suite, je me suis sentie très légitime parce que mes parents sont médecins et qui m'avaient beaucoup transmis sur ce côté-là, à passer de l'autre côté des stands pour moi, faire de la prévention en santé sexuelle tout de suite parce que j'étais très aguerrie sur ces sujets-là. Et en fait, j'ignorais que ce que je faisais à 21 ans et que j'ai jamais cessé de faire parce qu'ensuite, voilà, je suis partie vivre à Pékin où j'ai accompagné des potes qui lançaient une boîte gay et j'ai continué à faire de la prévention en santé sexuelle en boîte gay à Pékin ensuite, bref, et puis après Berlin. En fait, voilà, j'ai vraiment derrière énormément vadrouillé, énormément, et puis voilà, je savais pas que ça me mènerait un jour, cette passion absolue pour la sexualité, la santé sexuelle, le consentement. En fait, ça allait devenir mon métier. Parce qu'à cette époque-là, c'était pas un métier. C'était quelques assos, quelques bénévoles sur des festivals, éducateurs, éducatrices, formateurs, formatrices en santé sexuelle. C'était pas un métier. Aujourd'hui, ça l'est. En fait, tu vois, finalement, est-ce que je serais arrivée à ce que je fais aujourd'hui si j'avais pas eu cet accident ? J'en sais rien. Mais en tout cas, toujours est-il que tout est pour le meilleur. Et j'ai envie de croire, en fait, comme on n'a pas le choix. Les Américains disent souvent « trust the process ». Tu vois, en fait, moi, je crois que voilà, mon accident, ça faisait partie de cette espèce de réalisation personnelle avec, parfois, il y a des épreuves, mais en fait, elles te permettent de redéfinir les limites du possible. Elles te permettent de redéfinir ce qui est urgent, ce qui est prioritaire, ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et en fait, tu fais le tri de grave dans ta vie. Donc, c'est horrible de dire ça, mais moi, mes cercles sociaux ont été complètement redéfinis parce que du coup, j'étais peut-être une personne très dure avant, je sais pas comment le dire différemment. Et puis après, je suis devenue une personne un peu... je jugeais beaucoup, je pense, avant. Je sais pas comment dire ça différemment. Après, je crois qu'il y a un truc, une forme de douceur qui m'est gagnée. Et puis, je trouvais tout fantastique. Parce que, tout ce que je vivais, tout le monde était fantastique. Les éléphants. Et du coup, je me suis rendu compte... Il y a des gens, en fait, pour qui ce côté un peu, très positif, etc., en fait, ça les a grave saoulés. Et donc, je peux comprendre aussi. Voilà. Et donc, je trouve que faut trust the process. Et c'est finalement, je peut-être pas la chance de ma vie, j'en sais rien, mais je ne serais pas arrivée là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cet accident en 2003, je pense. Ouais. Et tu dirais quelle valeur justement tu transmets à tes enfants, parce que tu as des pré-ados, ados. Ouais. C'est un peu un truc que je leur dis souvent. C'est hyper flippant peut-être. Ne faites pas ça chez vous. Mais en fait, je leur dis mais un jour on va tous mourir. Et en fait, la seule chose qui restera de notre passage sur Terre, c'est l'amour qu'on aura donné et partagé. Et je veux dire, en fait, quoi qu'il arrive, il faut vibrer dans l'amour. C'est un choix. Le choix de vibrer dans l'amour, c'est un choix à chaque fois. On peut être tenté par la peur, la haine, mais là, ça va devenir politique, ce podcast. Et donc, j'ai envie de dire, je peux comprendre que dans des temps troubles, on soit... mais en fait, je ne pense pas que la haine, le rejet de l'autre, etc., soit une réponse. Je pense que l'amour est une réponse. Justement, qu'est-ce que tu aimerais dire, toi, à la Charline d'aujourd'hui, à la Charline qui a subi cet accident grave, la Charline de l'époque ? Tu as raison d'y croire parce que ta vie va être incroyable. Ouais.
Et finalement, est-ce que tu regrettes tout ça aujourd'hui? Non, c'est vrai, tu me disais qu'est-ce que j'ai ma surdité quand même, mais ma jambe, mais en fait, encore une fois, est-ce que vraiment c'est un sujet? Mais non, ça m'a vraiment, très tôt, tu as des problématiques de gens, tu sais, j'entends parfois les gens ont une crise de la quarantaine, enfin, ou de la crise de la cinquantaine. En fait, c'est le moment où tu réalises que, ta vie est en partie derrière toi et qu'il y a plus grand, tu vois? Mais moi, en fait, c'est ça aussi le fait de vivre un accident si jeune. C'est-à-dire, en fait, ta crise de la quarantaine, tu l'as fait à 20 ans. Mais vraiment. Et moi, j'avais envie, j'avais envie de tout explorer. J'avais envie en fait, t'as quand même cette espèce d'urgence de vivre tout. Ouais. Je suis devenue une yes girl. Enfin, voilà, c'est ça. Dire, au-delà de ça, quoi qu'on me dise, je disais, ouais. J'étais branchée, mais pour tout. Je disais oui à tout. Il n'y avait rien de ce qui est humain ne m'est étranger. J'avais envie de... Et je trouve quand même que ça te transforme complètement, cet appétit absolu de vivre. Moi, je trouve que c'était peut-être cet enthousiasme pour tout. Et tu sais quoi? En fait, je retrouve ça chez mes enfants. Ça, ce qui me rend très, très heureuse, c'est cette joie de vivre, d'explorer, cette curiosité, cette aussi... et j'aimerais qu'ils la gardent le plus longtemps possible, cette insouciance, c'est-à-dire en fait on donne notre amour, notre confiance, etc. Et voilà, et comme moi, ils vont s'en prendre plein la gueule, mais en vrai on s'en fout parce que mine de rien, ça veut dire qu'à la fin, ça veut quand même dire qu'à la base on vibre que dans l'amour. Ouais, puis écoute, c'est pas grave. Voilà, la vigilance, un jour, la vigilance, ça se construit, ça s'apprend, voilà, les antennes. Ça se travaille, mais voilà, mais je les trouve extraordinaires parce qu'ils vibrent quand même, ils vibrent énormément dans l'amour et la joie. C'est cool. Tu transmets ces valeurs de vibration, ces valeurs vibratoires. Ouais. Je trouve ça beau. Ouais. Et en une phrase, qu'est-ce que doit retenir un ado ou un parent d'ado qui vit un accident justement? Comment tu résumerais tout ça, tout ce que tu viens de nous dire? C'est chaud. Ok, tout est encore possible. En fait, il faut y croire et t'auras vraiment, tu le sais pas encore, mais du coup, t'auras la meilleure des vies possibles avec ces nouvelles limites. Elles existent. Enfin voilà. Et toi, ne te mets aucune barrière dans ce que tu as envie de devenir ou d'entreprendre, parce que en réalité, t'as pas idée, mais la vie, elle te réserve des choses incroyables. C'est vrai. C'est vraiment, c'est incroyable ça. Mais c'est vrai. Merci beaucoup, Charline. Je t'en prie. Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Alors, Instagram, Orgasme et moi. Le nom fait peur. Encore aujourd'hui, on me le dit. Pourquoi tu as choisi un nom pareil? Voilà, vous inquiétez pas. Tout va bien. C'est pas un site pornographique. C'est un site d'éducation. On s'amuse. On parle beaucoup d'amour. Ça, je pense que c'est quand même globalement le dénominateur de à peu près tout ce qu'il y a sur le compte, c'est l'amour. De mes livres pour enfants, pour ados, adultes, corps, amour, sexualité. Les 120 questions que vos enfants... best-seller et que je recommande vraiment à beaucoup de mes patients, j'avoue. Merci. Bravo et merci beaucoup pour tout ça. Je sais que c'est pas évident de revenir sur ce passage de l'histoire. Ouais, il y a des choses dont je parle peu, en fait, je me rends compte. Il y a des choses que je raconte beaucoup. Ouais. Mais par exemple, c'est cette espèce de pensée dans l'hélico, des pensées. En fait, on m'avait donné effectivement de quoi voir des éléphants roses et j'étais en train de plonger et j'avais peur de plus jamais me réveiller. C'était flippant. Et donc, tu as des pensées un peu de near-death experience qui arrivent. Et donc là, tu es là, il faut absolument que je me souvienne de ça quand je me réveille. Et voilà. Un jour, je vais raconter dans un podcast. Grâce à moi. Moi, je suis sûre qu'en tout cas, ce podcast, cet épisode va soulager des familles et des jeunes qui passent par des moments difficiles. Quel qu'il soit, c'est peut-être pas de l'escalade, mais le symbole, je trouve, de la montagne est important aussi. Oui, puis le symbole de la cordée. C'est-à-dire, en fait, on n'y arrive pas seul au sommet, on y arrive toute une équipe. Moi, je pense que j'ai pris le temps de saluer toutes les personnes qui m'ont aidée, tous les pros de santé. Rappelez-vous vraiment, en fait, il faut créer des cordées autour de vos enfants. Si vos enfants sont concernés par un handicap, il faut embarquer tout le monde. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Il faut vraiment... moi, j'ai trouvé une énergie collective, mais en fait, les gens sont heureuses en fait, de participer à cet effort-là. Donc, surtout, les parents, les potes, si vous avez vraiment autour de vous un enfant, un copain en situation de handicap ou dans une galère, un accident, en fait, venez monter à bord. Ouais. On n'est jamais de trop. Et voilà, peut-être le symbole pour finir, c'est celui de la Joëlette que j'ai vu là sur... j'étais à l'UTMB, il y avait sur la CCC, une course de 100 km, une Joëlette avec Jonathan. Première Joëlette. Donc c'est une personne en situation de handicap qui est en fauteuil. Je ne sais pas si on peut imaginer un fauteuil qui est tiré, porté par... Mais ils étaient une vingtaine à se relayer.
Et en fait, c'est un très beau symbole, c'est-à-dire, voilà, ça s'appelle Trail sans limite. Moi, j'aime bien en fait rappeler que si je suis arrivée là où je suis aujourd'hui, c'est pas seul, c'est tout un groupe qui m'a porté un peu comme la Joëlette jusque là où je suis aujourd'hui. Et je vais arrêter parce que je vais me mettre à pleurer. Une seconde fois, mais c'est le moment de te prendre dans les bras. Merci pour ce moment. Et merci à tous ceux qui nous écoutent, qui te soutiennent sur ton compte, sur le mien. Et voilà, laissez des commentaires à cet épisode. Et à tout bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est peut-être qu'il vous a plu. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à lui laisser un avis 5 étoiles et un commentaire pour qu'il voyage davantage. Retrouvez-moi sur Le Cœur Net, posez vos questions, partagez votre expérience et échangez avec une communauté franchement bienveillante. Et si vous voulez du concret, du précis, du vraiment utile au quotidien, inscrivez-vous à ma newsletter santé dans les notes de cet épisode. Au programme, des tips, des docs, des recommandations médicales et psy pour vous éclairer et surtout vous aider vraiment.